Bonjour monsieur, c'est le médecin du SAMU. Dites-moi ce qui se passe. Il y a longtemps de ça, je me souviens d'un dimanche où j'étais à la maison et où ma dernière fille s'est étonnée que je sois à la maison un dimanche. J'ai dit, on est dimanche, je ne vais pas à l'hôpital. Et elle m'a répondu, ah bon, je m'en souviens pas. À 7-8 ans, elle n'avait pas remarqué qu'il y avait des jours où son père ne travaillait pas. J'ai l'impression que les gens ne nous entendent pas arriver. Oui, mais je pense que tu sais, avec le poste. Ah, ils ont la musique à fond. C'est pas gagné. Ouais. Tous les gens nous traitent de cow-boys quand on arrive sur les lieux d'intervention, parce qu'on arrive vite, on fait du bruit, il y a de la lumière et tout, mais non, on vient juste parce que quelqu'un se dit dans la détresse, c'est pour te soigner, et on va chercher à l'aider. Si t'as mal, tu me regardes, d'accord? Et je comprendrai. On trouve ça horrible comme tout le monde en fait. Mais par contre, on n'est pas là pour trouver ça horrible. Chaque patient est différent. Chaque situation est différente. On ne sait pas comment la journée va se passer. Il est où le casque? Là, on était dans le très grave. Finalement, j'ai 30 ans de SAMU. J'ai jamais fait 2 fois la même intervention en 30 ans. J'en suis absolument certain. Et j'en totalise quelques milliers. Allô, ma mère? Elle est partie la chercher ta maman. Parce que je l'aime. Oh oui, mais elle va arriver. Et mon frère? Je m'appelle Gilles Bagou, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis anesthésiste réanimateur et médecin urgentiste. Je travaille au SAMU SMUR de Lyon, où parmi mes fonctions, je suis entre autres responsable du standard du SAMU. Allô? SAMU du Rhône, bonjour. Essaye de lui faire bouger les yeux. Allô, SAMU. Et tu as déjà eu ça ou c'est la première fois? De TF, pas de Suisse. Oui. SAMU de Lyon, bonsoir. Respirez fort, monsieur, dans le téléphone, s'il vous plaît. Respirez fort. C'est possible de venir m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr, non, mais j'essaye de savoir, madame, jusqu'à quel point il faut venir vous aider. Essayez de regarder ses yeux. Mathurin. Ouvrez-lui les yeux vous-même et regardez le diamètre, je vous dis, de la zone noire autour de l'œil. Dites-moi si elle est pareille des deux côtés. Oui, elle est pareille des deux côtés. Très bien. Madame, maintenant, vous allez me donner votre adresse là où vous vous trouvez actuellement. Enfin, que je puisse vous envoyer du secours, d'accord? Vous connaissez la position latérale de sécurité? Parfait. Et vous continuez de la surveiller, de la stimuler et on va venir vous aider. Allez, un petit coup d'écho. Dans une semaine, habituellement, je travaille une journée à la régulation des appels au standard du SAMU et 4 autres jours dans la semaine, je suis dans les véhicules d'intervention du SMUR. Il est par terre encore. Oui, il est par terre. Salut. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, en gros? Au niveau trauma, il y a une bonjour, bonhomme. Ouais. Une douleur au niveau lombaire, mais bon, on ne sait pas trop ça. Je suis le docteur. T'es avec les pompiers et le docteur, là. Ouais. Bon, c'est bon, là. Mon frère et ma soeur. Ouais. On va s'en occuper. Où est-ce que tu as mal, dis-moi? Ici. Au nez, ouais. Au ventre. Au ventre aussi, tu as mal? Oui, c'est pour de vrai ou pour de faux? De quoi? T'inquiète. Oui. De quoi? Vous êtes là, maman? Pour de faux. Parce que j'ai mal. Bah, on va te faire un petit calmant, tu vas voir. Non, je veux pas qu'on m'ouvre le ventre. Non, non, regarde. Regarde, on colle des électrodes, tu vois? Regarde, on met un fil pour regarder ton cœur. C'est pour voir comment ton cœur y bat. C'est un enfant qui a été renversé, il était piéton, il a été renversé probablement par une moto, mais bon, c'est pas important.
Quand j'arrive, il est toujours par terre. Alors il est toujours par terre, soit il n'a pas grand-chose, et les pompiers n'ont pas voulu le bouger, soit c'est gravissime. Donc je sais toujours rien. Tu as quel âge, Asie? J'ai 7 ans. 7 ans, d'accord. Quand je sors du véhicule, que j'entends les gens qui braillent autour, ça c'est pas très positif. Ah si, c'est rien, c'est rien. Et quand je m'approche de l'enfant et que je l'entends hurler, il est capable de hurler, donc c'est peut-être grave, mais pas si grave que ça. Je vais y aller à l'hôpital. Après, ouais? Non. Avec maman. Avec maman, on va y aller. Non. Là, effectivement, on avait la possibilité de répondre à ses angoisses. Effectivement, il dit vous allez m'ouvrir le ventre. Mais non, mon biquet, on va pas t'ouvrir le ventre. Vous vous reculez, s'il vous plaît. Je veux pas dire on rentre dans son jeu, mais il faut quand même le rassurer parce que lui, il est réellement terrorisé. Nous, on a l'habitude de ce genre de choses. Lui, c'est la première fois, et j'espère la dernière fois que ça lui arrive, ce genre de choses. Et à 7-8 ans, il est logiquement terrorisé. Attends, vous êtes la maman? Oui. Je viens. Vous inquiétez pas, je vais venir vous voir, mais laissez-moi. T'as vu, ta maman, elle est là, elle est arrivée. Ça y est. Regarde. Ah oui, je suis là, je suis là. Je suis là, je t'ai dit tout à l'heure. Doucement, t'as rien. On n'a absolument rien. Madame, madame. Oui. Bon, il a des blessures légères. Là, on est en train de lui faire respirer quelque chose pour qu'il ait moins mal. Et on va lui mettre une perfusion avec des calmants aussi dedans. D'accord. Voilà. Et tout le reste peut pas te... Ah bah oui, bien sûr, on va l'emmener à l'hôpital. Okay, mais c'est plutôt rassurant. Et la tête, il a rien Il nous a parlé normalement et voilà. Il n'a pas vomi Non, vous inquiétez pas. N'oublie pas de respirer, bonhomme. Ça serait sympathique. Karine, tu pourras appuyer sur un coup de tension? J'ai fait mon premier stage d'interne il y a donc 30 ans maintenant. J'avais 23 ans et je suis venu comme interne au SAMU à Lyon. Malheureusement, je crois que j'avais mis le doigt dans l'engrenage. J'ai été piqué, inoculé par le virus. Voilà comment je me suis retrouvé au SAMU, alors que rien n'était prévisible auparavant. Elle est là, maman, t'inquiète pas. Tu lui tiendras le bras quand même parce qu'il va... Maintiens-lui, tu lui maintiens les jambes aussi, comme ça il évite de bouger. Attends, voilà. Je peux me prendre ce bras-là pour le moment. Voilà. Ça va, bonhomme? Éventuellement, tu mets le pied sur le bras. Ça fait du bien quand même que t'as. Le fait de se retrouver dans des situations médicales et environnementales complètement différentes, c'est quand même un peu un stimulant pour l'esprit parce qu'on sait qu'on va devoir s'adapter. À quoi, on ne sait pas, pour pouvoir affronter la situation, aider à résoudre la situation dans les meilleures conditions possibles, aussi bien pour le patient que pour les gens qui l'entourent, quand il s'agit notamment de la famille. Allô, ma mère. Maman, elle vient à l'hôpital avec nous, elle est dans la voiture à côté. Oui, alors, un petit garçon de 7 ans qui s'est fait shooter par une voiture TC sans PC, des plaies diverses, il est bien sur le plan hémodynamique, il est parfait sur le plan neurologique, l'hémoglobine est à 12 grammes. 10 grammes Allez, 12, 12,1. Sur le plan traumatique, en dehors des plaies, j'ai rien vu de particulier. L'abdomen me paraissait un peu tendu, mais à l'écho, je n'ai rien vu. Ouais, la cinétique élevée ou pas? Modérément élevé. Mais sur le plan lésionnel, il n'y a rien de franc. Bien, tu m'as dit. Ouais. Ok, ben j'appelle le bichon de la chef là. Merci. J'ai pas mal. Donc, tu as moins mal maintenant? Ouais. Tu m'as dit ton âge tout à l'heure, tu m'as pas dit dans quelle classe tu étais? J'ai en CE1. En CE1? Oui. Mais tu as quel âge? 7 ans? 7 ans. Bientôt 7 ans? Ouais. D'accord. On n'aborde pas un enfant comme un adulte, les pathologies ne sont pas les mêmes déjà sur le plan purement technique. Sur le plan relationnel, on ne s'adresse pas à un enfant comme on s'adresse à un adulte, que l'on va tutoyer, que l'on va rassurer, que l'on va chouchouter, dorloter, chose qui n'est pas... qu'on ne fait pas vraiment avec un adulte. Peut-être avec une personne très âgée, oui, mais on n'aborde de toute façon pas un enfant comme on aborde un adulte, mais en médecine d'une manière générale. Ah, maman. Hey, Azim, je t'ai dit à l'hôpital, il ne faut pas faire de bruit, d'accord? Ma maman. Ta maman, elle est dans la pièce là-bas où on va aller nous. Donc il ne faut pas faire de bruit pour qu'on puisse aller la rejoindre, ok? D'accord. Bon. Et mes frères? Et tes frères, ben, je sais pas, je les ai pas vus. Ils sont plus grands que toi, tes frères, ou ils sont plus petits? Plus grands? Là-bas. On va te mettre dans
dans cette pièce pour s'occuper de toi. D'accord? Allô, ma mère? Elle est partie la chercher ta maman. D'accord? Parce que je l'aime. Bah oui, mais elle va arriver. Voilà. Enfant confié, famille rassurée, autant que faire se peut. Et on rentre. Je m'appelle Jean-Stéphane David, j'ai 43 ans, je suis médecin anesthésiste réanimateur, professeur des universités, je vis en concubinage et j'ai 2 petites filles. Vous n'avez pas d'appareil dentaire, tout a été enlevé? Ouais, bon. Vous n'avez pas eu de douleur thoracique? Une douleur qui serre dans la poitrine ces temps-ci? Rien? Alors mon métier c'est avant tout d'être médecin, donc je suis anesthésiste réanimateur et urgentiste. Mon quotidien, je travaille dans un bloc opératoire des urgences dont je m'occupe, mais également un centre d'accueil des polytraumatisés, ce qu'on appelle communément un déchocage. Donc ça, c'est l'essentiel de mon travail de clinicien. Et en plus, j'assure régulièrement des gardes au SAMU de Lyon pour garder le contact avec le SAMU de Lyon. Je change de casquette sans difficulté particulière. Je peux passer la journée au bloc opératoire, endormir des patients, et puis à 18h30, prendre la garde en réanimation. Donc passer de l'anesthésiste au réanimateur. Donc en SMUR, l'objectif c'est de travailler vite. À l'hôpital, à contrario, on a plus de temps pour se poser, pour réfléchir, on a beaucoup plus de moyens à sa disposition, et tout ça dans un confort qu'on n'a pas en SMUR. Forcément, sous l'orage, au bord de la route, on n'est pas aussi confortablement installé que dans le bloc opératoire, au sec, avec tout ce qui va autour. Donc les 2 activités, pour moi, sont extrêmement complémentaires, sont extrêmement intéressantes. Encore une fois, c'est de l'urgence, ça illustre la transversalité de l'urgence, du bord de la route jusqu'au bloc opératoire, en passant par le déchocage, et chacune des étapes m'enrichit considérablement. Allô? Bonjour monsieur, c'est le médecin du SAMU là. Dites-moi ce qui se passe. Bah écoutez, je me sens oppressé au niveau du haut du thorax, un peu vers la gorge si vous voulez. Oui. Depuis combien de temps? Ça doit faire une demi-heure par là. C'est un peu comme si j'étais un peu engourdi au niveau du bras gauche, quoi. C'est la première fois que ça vous arrive, ce genre de sensation, non? Non, c'est pas la première fois, mais en général, ça passe quasi instantanément. Vous avez déjà consulté un médecin pour ça? Jamais? Non. Vous avez des antécédents particuliers, des problèmes médicaux notables? Non? Non. Vous prenez pas de traitement tous les jours? Non, je prends pas de traitement tous les jours. Aucun traitement. Vous êtes fumeur? Je l'étais, mais il y a très longtemps que j'ai arrêté. Ok. On va venir vous chercher pour vous amener à l'hôpital. Hein. Je pense que c'est préférable pour savoir ce qui se passe. Ok? Ouais. Voilà, 42 ans, sensation d'oppression, douleur thoracique. À tous yeux. Allez, c'est parti. Okay. Là, on est avec Fangio, là, ça roule. On est avec Fangio, ça roule. Ah non, attends, vas-y. Ah là là. J'ai l'impression que les gens ne nous entendent pas arriver. Eh oui, mais je pense que tu sais, avec le poste. Ah, ils ont la musique à fond. C'est pas gagné. Ouais. La composition de l'équipe, c'est extrêmement important quand on part en SMUR ou quand on prend la garde au déchocage ou en réanimation, parce qu'on se sentira d'autant mieux qu'on connaît les gens et qu'on a confiance en eux. Et donc, le fait de les connaître et d'avoir confiance en elles, eh ben, c'est aussi une façon de nous rassurer. En disant, au final, je ne suis pas tout seul, je suis dans une véritable équipe et j'ai confiance dans cette équipe. Donc, on va faire du bon travail ensemble. Ok, vous sentez comment, monsieur? Ben, ce que je disais, je suis oppressé en fait. Cette douleur, elle est vraiment dans la poitrine? J'étais plutôt serré, à la base du cou? Ouais. D'accord, ok. C'est une douleur qui monte dans la mâchoire? Un petit peu. Un petit peu? Et qui diffuse sur le bras gauche? Bras droit? Au bras gauche. D'accord. Quand vous gonflez très fort vos poumons, la douleur augmente, diminue, identique? Là, ça change pas, c'est un peu pareil. Donc il n'y a pas d'influence de la respiration sur la douleur? D'accord. La douleur de 0 à 10, 0 pas de douleur, 10 la douleur la pire qu'on puisse imaginer? Je disais 6 tout à l'heure, là ça a peut-être un peu baissé. 5, 6. D'accord, 5 actuellement. Donc elle est quand même assez importante. C'est désagréable. La cardiologie, c'est plus de 40 à 50% des missions du SAMU-SMUR, c'est devenu
extrêmement fréquents. Les SAMU-SMUR ont été créés pour la traumatologie, mais désormais c'est la cardiologie qui les fait vivre. Il y a un contexte de stress pour l'instant? Ouais. Tout le temps, mais oui, peut-être là... un petit peu plus oui, ça... Vous faites quoi comme job? Je suis commercial. D'accord. Ok. Donc des objectifs à remplir. Des objectifs, il y avait une réunion commerciale, il y a... Différentes choses qui peuvent vous tracasser un peu. Oui. Le patient en arrivant, il y avait un regard de stress. Et c'est la raison pour laquelle en arrivant vers le patient, je suis rentré directement en contact visuel avec lui. Je me suis présenté en le regardant. Et en essayant de lui faire passer un message en disant « on est arrivé, on va s'occuper de vous et tout va bien se passer ». Tout en restant relativement décontracté avec ce personnage bonhomme, d'arriver à tout saisir et à maîtriser la situation. Encore une fois, si j'arrive en étant stressé, parce que potentiellement c'est grave, je vais communiquer ce stress à toute l'équipe. L'équipe du SMUR et l'équipe des sapeurs-pompiers. Tout le monde va venir stresser et tout le monde risque d'être cassant et ça va se passer difficilement. Parce que les gens vont avoir un stress, ils vont mal faire les choses. En arrivant, en montrant qu'on est relax, qu'on maîtrise la situation, que ça va bien se passer, etc., les gens se décontractent. Le patient, sa famille et puis les gens avec qui on travaille. Je vais mettre un produit sous la langue. Ça brûle un peu, d'accord? C'est de la trirtrine. Bon, vous inquiétez pas, ça brûle un peu, c'est comme ça. Ça peut donner un peu mal à la tête derrière parce que ça peut faire chuter un peu la pression artérielle. L'objectif de mettre en place ce produit, c'est voir ce que ça va faire sur votre douleur thoracique. Si ça va la diminuer, si ça fait rien dessus. D'accord? Ça va demander quelques minutes pour agir, bien sûr. Excusez-moi. Donc, ouvrez la bouche, la langue au plat. Voilà. Ok. Ça chauffe un peu là, hein, dans la bouche. Il faut un minimum d'empathie envers ses prochains. C'est témoigner un minimum de sentiments, un minimum de partage des souffrances que les gens rencontrent, tout en se préservant, parce qu'il faut arriver à durer dans le temps, ce qui n'est pas forcément simple. Il est clair que si on fonctionne beaucoup sur un mécanisme de transfert d'émotions, ça va devenir très rapidement ingérable. Donc on doit se blinder, filtrer les émotions, mais témoigner néanmoins d'une certaine empathie avec les gens, leurs familles, avec les confrères, avec les équipes aussi, c'est important. Être à l'écoute aussi, c'est important. Assurer qu'il n'y a rien qui pointe. Vous ne bougez pas, je vous l'ai dit, vous ne faites aucun effort. Hein? Attention, hein. On vous surveille, hein. On vous surveille. On va se débrouiller, nous. On se débrouille. 1, 2, 3. Parfait, nickel coup. Monsieur, on va directement on va à l'hôpital cardiologique et on va dans un service de coronarographie. Ça veut dire que le cardiologue va ici vous mettre un petit cathéter qui monte à l'entrée du cœur et il regarde si les 3 artères qui irriguent votre cœur sont bouchées ou s'il y a une sténose, une obstruction, des choses comme ça. Personne n'a fait d'infarctus dans la famille? Vous êtes sa maman? Oui. D'accord, donc votre maman a eu un infarctus? Plusieurs. Plusieurs? Ma sœur. D'accord. Mes 2 sœurs. Ok. On est OK? Non, ça devrait aller. Tu peux le mettre discrètement en proclive. À 15 degrés, ce sera plus confortable. D'accord? Il est parfaitement stabilisé, la douleur a diminué? Ok. Je te suis dans la voiture. Voilà. Madame? Elle lui fait un petit bisou et puis... T'inquiète pas pour les petits, Je suis fier quand je sauve des vies et je le suis d'autant plus que ça, je peux le voir à travers le visage des familles quand on leur raconte ce qu'on fait, et quand on raconte des prises en charge. Madame, chaque minute compte. Et je le suis d'autant plus quand des patients pour lesquels on s'est vraiment battu reviennent nous voir à distance. Et là, j'avoue que c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir et qui, au-delà de nous, fait plaisir à l'ensemble de l'équipe. Quand on leur rappelle, vous vous souvenez, monsieur X, qu'on a pu avoir il y a 6 mois, qui présentait telle pathologie, qui avait été très aiguë, il est venu nous voir hier. Il va bien, il a recommencé son travail, il est avec sa famille, entouré de sa famille, tout le monde est content. Ça, c'est des prises en charge qui sont très satisfaisantes. Ça va, monsieur? Super. Voilà. Je vous remercie tous. Mais je vous en prie, on est là pour ça. Il n'y a aucun souci. À l'époque, j'étais en deuxième ou troisième année de médecine, et puis
comme pendant les vacances, je ne supportais pas de ne rien faire, je passais mon temps dans un SMUR de la région dans laquelle mes parents travaillaient. Et donc on avait pris en charge une jeune femme qui avait globalement mon âge, qui avait été victime d'un accident de moto avec un traumatisme abdominal sévère. Et pendant toute la prise en charge au bloc opératoire, je lui tenais la main et elle me répétait sans arrêt « je vais mourir ». Et moi je lui répondais sans arrêt « mais non, vous n'allez pas mourir, on va vous sauver, bien sûr ». Quand on est en 3e année de médecine, on est plein d'espoir et on s'imagine qu'on est capable de sauver tout le monde. Je l'accompagnais au bloc opératoire, elle est décédée pendant l'opération. Et j'avoue que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête. Je pense que j'imaginais qu'on était capable de faire quasiment tout pour un patient. Après tout, on marche sur la Lune. Pourquoi on ne sauverait pas tous les patients? Donc j'étais encore dans cette dynamique-là, du médecin sauveur qui est capable de tout faire. Donc il y a eu un mélange de désillusion et un mélange de grande tristesse puisqu'on avait perdu cette jeune femme. Au revoir. Au revoir, merci. Donc il y avait bien un petit infarctus avec une occlusion d'une marginale de l'artère circonflexe, une petite branche de l'artère circonflexe qui correspondait parfaitement à ce qu'on avait vu sur l'électrocardiogramme. Donc ça va être pris en charge très précocement. Donc c'est bien. Ok. Bon bah super, merci beaucoup. Au revoir. Sauver une vie, c'est faire en sorte que le patient reprenne sa vie d'avant. Ça veut dire que le patient avait sa vie, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et on va faire tout ce qu'on peut pour le remettre où il était avant et qu'il reprenne son bonhomme de chemin. C'est ça, sauver une vie. Et c'est ça mon métier. C'est lui faire reprendre sa vie d'avant avec le bien-être qui pouvait être le sien avant. Il va rejoindre ses proches, il va recommencer à travailler, il va reprendre sa vie. T'aimes ça à manger ce soir? Ah non, mais c'est trop bon ça. Je sais. Je m'appelle Pierre-Yves Dubien, j'ai 51 ans, je suis marié, 3 enfants, je suis médecin urgentiste, assumant la fonction de chef de service adjoint du SAMU 69 depuis septembre 2008. Pour la garde de ce week-end, il n'y a personne. Je me souviens bien qu'étant adolescent, j'avais 2 voies qui m'intéressaient beaucoup. C'était l'aviation et pilote de chasse. Et la médecine. On est souvent poussé par ses parents qui m'ont dit la médecine, ça serait mieux que l'aviation. Tu auras plus de temps pour ta famille. Je ne sais pas si de ce côté-là, c'était réellement un bon choix. Je pense être un hyperactif. Il faut que ça bouge en permanence. C'est pour ça que j'ai en partie choisi ce mode d'exercice professionnel. C'est une médecine qui bouge, qui est toujours différente, qui touche à toutes les spécialités. C'est jamais pareil, même si on peut penser que ce soit répétitif et monotone. Non. Il n'y a quasiment aucune situation clinique qui ressemble à une autre situation clinique. 42 sur les lieux. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est? Oh putain. D'accord. Tamalou, je suis le médecin. Comment tu t'appelles? Akit. Ah, allez, tout va bien. Ça va. Voilà, c'est la jambe tranquille, ça va. T'as mal là? Oui. Derrière là? Non, c'est pas bon. Il faut de l'oxygène là. L'oxygène? Ouais.
Du moment où on a le premier visuel sur le patient, que ce soit quelqu'un d'âgé, un adulte, un enfant ou un nourrisson, notre expérience professionnelle nous permet en une fraction de seconde de définir dans quelle case on va se trouver. Est-ce que tu avais un casque? Tu avais un casque? Il est où le casque? Là, on était dans le très grave, avec 2 enfants. Donc d'emblée, là, le réflexe, c'est systématiquement appeler une deuxième équipe SMUR en renfort, de façon à ce que chaque médecin puisse prendre en charge un patient, en l'occurrence un enfant, de façon optimale. Écoute, premier bilan d'ambiance, il y en a 2. Si Jean-Stéphane, il te sert à rien... Je te l'envoie? Ouais, envoie-le-moi, c'est 2 traumas. Ok, ça part. Allez. À tout à l'heure. Envoie Jean-Stéphane David sur l'intervention de Dubien. Ouais, je vais vous détourner, vous allez aller sur Lyon 8. En renfort, il y a déjà un SMUR sur place. Hein. D'accord. Alors, AVP scooter, 2 piétons enfants. Et c'est dans Lyon 8e. Et de la morphine. Alors, je vais te piquer, mon petit gars. Pas du tout. Je te mets un petit masque. Un verre. Hein, jeune homme. Je te mets un petit masque, d'accord? Tu respires tranquillement dedans. Jean? Ouais. Je peux venir lui mettre le collier? Alors, écoute, comment c'est ton prénom déjà? Hakim? D'accord. Je vais te piquer, tu bouges plus. Hein? Ça va être qu'une fois. Et tu bouges pas. D'accord. Toi, t'es super courageux. Hein? Hop. Ça va, bonhomme? Tu as quel âge? Tu as 8 ans? Tu as très mal, là, ou pas? Très mal, d'accord. Alors, je vais te faire... Donc celui que j'avais pris en charge était l'enfant qui était blessé le plus grièvement. Il avait entre autres une fracture du fémur ouverte extrêmement déplacée à plus de 90 degrés, qui a nécessité qu'on lui fasse une anesthésie générale sur place. Ce qu'on va faire, je vais l'endormir 1 minute, le temps qu'on puisse réaxer le fémur et qu'il est pas mal. Par contre, qu'est-ce que je fais? Je peux lâcher la tête là, non? Ouais, tu peux. L'autre, c'est pas votre fils? C'est mon fils. C'est vos 2 fils? D'accord. C'est l'aîné, lui? Ouais. Il a quel âge? 14 ans. D'accord. Et lui, Guit? D'accord. Ça va, Guit? Est-ce que t'as moins mal? Vous êtes prêts, les pompiers, là? Non, par contre, il a très vite, là. Allez, vous, voilà. Non, mais madame, je viens de l'endormir. Poussez-vous, là, poussez-vous. Non, mais madame, poussez-vous. C'est bon, là? Allez. Est-ce que tu veux que je te mette quelque part C'est là, regarde. Voilà. Oh, bah il y a déjà du monde sur place. Allez. Oups, un scooter. One more. Je vais jeter un œil? Ok. Enlève tout le bordel là. Vas-y, allez. Salut Pierre-Yves. Salut, tu peux regarder l'autre, là, je l'ai pas vu du tout dans le BSAV. Il est où? Dans le camion? Tu sens bien partout quand je te touche? Ouais, juste ici, là. Ça te fait quoi là? Ça te fait un peu mal au genou? Ouais. Plie ton pied là. Le pied. Vas-y, plie-le vers le haut. Ok, l'autre, pareil. Ok, magnifique. Comment? derrière le Hé garçon, tout va bien, d'accord? Tu te relaxes, et il fait bon dans la clim, donc ça roule. Ok? J'essaye de me mettre, pas forcément dans la peau d'un grand frère, parce qu'au final je reste médecin, mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui va le rassurer. Ça va bien, t'as pas grand chose, on va s'occuper de ça, on va aller à l'hôpital, on va te faire des radiographies. Je vais aller voir ton frère pour te donner des nouvelles, parce qu'il était aussi... il culpabilisait beaucoup sur son petit frère, parce qu'au final, c'est lui qui conduit le scooter. Donc il y avait aussi ce poids de la culpabilisation qu'il devait porter. Mais il faut le rassurer. Non, je vais voir ton frère, et puis je reviens, d'accord? On va prendre des nouvelles du grand ou du petit frère, je sais pas. Essaye de mettre une voix sur la main, là. De l'autre côté, j'ai trouvé fastoche. Donc il doit y avoir la même, là. Bon, Pierre-Yves, il est bien le petit frère. Une douleur du rachis dorsal. Je l'ai pas exécuté, ouais, donc t'as vu, on va au déchoc, de toute façon, les deux. Ouais, 2 niveau 3 pour le déchocage. Tu veux que je passe les bilans? Il a un fémur bien déplacé que j'ai réaligné sous morphine.
Fémur fermé? Fémur a priori fermé parce qu'il y a des petites plaies. Hein. Donc, On irait où alors? on va au déchocage de la HFME. Tu as pris la déontité? Oui, j'arrive. Oui, Jean-Stéphane. Écoute, on a deux patients avec Pierre-Yves. Le premier, 15 ans, fracture fermée de fémur, contusion multiple. Et puis le deuxième, qui a une petite plaie de la main droite, enfin une érosion de la main droite, une douleur dorsale sans déficit neurologique. Ça roule. Et c'était un AVP, c'était un scooter, c'est ça? C'était un scooter, oui, renversé scooter. par un scooter. Renversé par un scooter, tout à fait. Parfait, je préviens la HFME. Merci Jean-Stéphane. Merci, on va rouler, on y est dans... Pierre-Yves est parti, donc ils arrivent dans 5 à 10 minutes. Ok, bah, je les préviens rapidement. Et nous on prend la route là, d'accord? Ça roule, merci. Au revoir. Allô? Oui, c'est le régulateur, là, Christian Di Filippo. J'ai 2 enfants, 15 ans et 13 ans, qui ont été renversés par un scooter. Ah oui, il y avait une voiture, une voiture grise qui avait un choc avant. Donc ils ont percuté une voiture par contre, voilà. Et est-ce que tu aurais des grands gants, s'il te plaît, merci? Agit, regarde, je suis le docteur. Ça va? On t'emmène à l'hôpital. Est-ce que tu as mal? Non, il a pas mal. Il a plus mal. Est-ce qu'on se fait à la souffrance? La réponse à la souffrance psychologique des gens, non. Et celle-ci, elle se gère après l'intervention, malheureusement, quand les choses se sont mal passées et qu'on est amené à donner de mauvaises nouvelles. Par contre, au cours de l'intervention, cette souffrance psychologique, on ne l'a pas du tout, on ne la vit pas, on n'a pas le temps. On voit d'ailleurs souvent, on s'aperçoit, alors que ça fait 20 minutes, une demi-heure qu'on est sur place, à un moment donné où on peut lever la tête du guidon, entre guillemets, on découvre des gens autour de soi qu'on n'avait pas vus encore, qui font partie des équipes de secours, des pompiers, mais bon, on les reconnaît, on ne leur a pas dit bonjour, voilà comment ça se passe. Voilà. Mais salut. Merci. Tu m'as dit combien le deuxième de... D'accord, ok. Bonjour Sonia. Voilà, donc c'est lui le... C'est tout tiré. Ouais, mais... Ça va, Agit? Au jour d'aujourd'hui, je pourrais pas faire un autre métier, sinon je pourrais pas. Ça n'aurait pas de sens d'être aussi passionné encore à 51 ans par ce qu'on fait depuis 22 ans. Ici. 13 ans, pas d'antécédents particuliers, pas de traitement. TCPC, il a un Glasgow à 15 actuellement. Une échymose frontale droite. Une petite érosion de la main à droite. Une douleur du dos. Il me dit j'ai mal dans le dos, sans que ça soit précis. Et strictement rien au niveau neurologique. Donc il n'y a rien au niveau neuro. J'ai choisi non seulement d'être médecin, mais de travailler dans le service public. Si j'ai choisi le service public, c'est non seulement parce qu'il me permet, à travers mes activités hospitalières universitaires, d'avoir une profession qui est extrêmement riche, mais également parce que ça me permet de rendre service à la collectivité, de travailler pour la collectivité. Je travaille pour l'ensemble de nos concitoyens, avec tous mes confrères, hein. C'est pas un travail isolé. Et cette dimension d'engagement dans la collectivité, ça me paraît extrêmement important et ça fait partie de la richesse du travail. J'apporte ma contribution, ma petite contribution au fonctionnement de la collectivité et j'espère au bien-être de la collectivité. Je crois beaucoup à la République française et à ce que ça peut représenter, à ce que citoyen veut dire, à la place de chacun dans la République, au rôle de chacun et aux missions de chacun dans la République, ça me paraît important. C'est peut-être considéré par certains comme ringard, mais en ce qui me concerne, c'est cette dimension républicaine et cet engagement pour le pays. On part sur un enfant brûlé de 11 ans qui, a priori, aurait été brûlé dans la voiture de ses parents à une station-service. La voiture se serait enflammée et les 2 parents sont morts. Je m'appelle Gaëlle Comte, j'ai 38 ans et je suis praticien hospitalier au SAMU de Lyon depuis 12 ans.
Au départ, il y avait déjà les informations qu'il s'agissait en fait d'un infanticide, qu'il y avait un rescapé sur les 3 avec 2 enfants en bas âge qui étaient décédés dans la voiture qui avait été incendiée par le père, que le père était décédé par autolyse, donc dans la voiture qu'il avait incendiée. Et donc on devait prendre en charge le survivant âgé de 11 ans. C'est ça les informations dont on dispose. Voilà, il y a un parking, voilà, ils ont tout éteint là sur le parc. Comment elle a cramé? Ok, ils ont mis des pompiers de partout, des gendarmes partout, la police. Je vais descendre, on a l'humidité et la poussière qui remonte. Quand on arrive sur les lieux, eh ben, on découvre une situation d'exception dramatique, hein, avec des pompiers très très altérés par l'émotion. Allô? Ouais, c'est moi. Ouais, alors dis-moi. Donc en fait, tu connais Circonstances? Oui, oui, les circonstances, ils ont brûlé, il y a tout. Ouais. Donc il est estimé par le médecin SMUR sur place à 40%. Moi, je dirais un peu plus, je dirais autour de 50. 49, j'ai calculé, moi. Ouais, voilà, 50, moi, je dirais. Ça s'est produit vers 20h45. En remplissage, il a eu 2 litres. On est à 2 litres. D'accord. Autrement, donc il est intubé ventilé? Non, du tout. Il a eu combien de SUF, me demande le régule? En tout? 5 plus 2 plus 2. 5 plus 2 plus 2. Et de morphine? 3. 3 plus 3. On découvre un enfant qui est pris en charge déjà par un collègue, donc avec une relève médicale. Et puis finalement, une logistique à organiser et aussi qu'il est pas mal. Il est bien calmé, il est bien... Et au niveau de la face, en fait, il est brûlé à combien? Enfin, je veux dire... C'est du second degré. Second degré, mais et au niveau de la gorge, il n'y a rien? Non, il n'y a rien en gorge. Il a un petit peu les cils, il n'y a rien corné, il n'y a rien de circulaire au niveau du cou. C'est bon? On y va, hein? Je les avertis et je te rappelle si besoin, d'accord? Je te remercie. Allez, ciao. Ciao. Allez, go. Dans l'hélicoptère, on ne peut pas se parler. Parce qu'il y a beaucoup de bruit, d'accord? Donc il faut que si tu as besoin de me dire quelque chose, tu bouges la main. Et moi, je me pencherai et tu me parleras dans l'oreille, d'accord? J'enlèverai mon casque. Je ne peux pas bouger la main. D'accord, alors je vais te la libérer, ta main. Eh bien, tu sais ce que tu fais, tu me regardes, d'accord? Ok, tu me regardes. De temps en temps, je te ferai comme ça pour que tu me regardes, pour qu'on vérifie tous les deux que ça aille bien, ok? Si t'as mal, tu me regardes, d'accord? Et je comprendrai. T'es courageux, très courageux. Le médicament qu'on te passe, là, des fois, il fait voir un petit peu des éléphants roses, tu lui as dit? Donc c'est normal si t'as des espèces de visions bizarres, tu t'inquiètes pas, d'accord? C'est le médicament. Ça va? Tu les vois, les éléphants? Un petit peu? Je me blinde pas en amont parce que si je me blindais, en fait, ça m'empêcherait d'être vraiment à l'écoute de l'autre. Après, les choses, elles peuvent me toucher plus ou moins et mon rôle, c'est de pas fonctionner dans l'affectivité au moment de la prise en charge. C'est pas ce qu'on me demande, c'est pas mon rôle. C'est pas qu'il y ait une hiérarchie dans le drame, mais les choses nous touchent plus ou moins en fonction de la façon dont elles font référence à notre histoire personnelle, en fait. Et on trouve ça horrible comme tout le monde, en fait. Mais par contre, on est là pour... on n'est pas là, en fait, pour trouver ça horrible. On est là pour apporter à l'autre ce dont il a besoin, en fait. Donc c'est juste la posture professionnelle.
papa avait les 3 enfants dans la voiture, a mis de l'essence dans la voiture et mis de l'essence autour de la voiture et est rentré dans la voiture et a allumé le feu. Donc les 2 enfants sont morts, 6 et 4 ans je crois, lui est mort et en fait il a réussi à sortir de la voiture en fait. Comment il s'appelle? Il était en flamme. Il était en flamme. Il était en flamme au niveau du visage et des membres et il s'est roulé dans l'air spontanément avant que le pompier arrive. Donc il est au courant de ce qui s'est... Enfin, il est très conscient de ce qui s'est passé. Par contre, on ne lui a pas reconfirmé le décès à la nuit du père ni des enfants. Il n'a pas posé de questions. À la prise en charge du Smurgelet, il avait eu SUF et morphine. Il était hyper bien calmé. Il était Glasgow 15-14 et il était VA0, sachant que c'est du 3e quand même, donc, en dehors de la face. J'ai pas vu le dos, mais en membre, donc il a du circulaire des membres, 3e, 2 membres, SUF de membre 1. Il est hyper bien en antalgie. Quoi vous dire d'autre? C'est voilà. Si la douleur est trop grande, on va te garder endormi 1 ou 2 jours. D'accord? C'est normal quand on est brûlé. Tiens, fais-lui un peu d'hypno. C'est difficile pour nous, on en parle souvent entre nous, de prendre en charge des enfants. Bon, d'abord, c'est technique parce que c'est pas les mêmes, du tout la même médecine. En fait, c'est bien pour ça qu'il y a des spécialités de pédiatrie. Il y a aussi une difficulté supplémentaire quand on est mère, et ça, on se l'est toutes dites au travail, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la même pédiatrie en étant mère et avant d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des enfants, il y a une espèce de distanciation bénéfique, en fait, à la prise en charge, qui vole en éclats une fois qu'après, on est capable de transférer, en fait, sur ce que peuvent ressentir les mères quand on leur annonce des diagnostics de mort d'enfants, des choses comme ça. Donc ça, c'est une des choses difficiles. Les prises en charge pédiatriques, c'est un peu particulier pour tout ça. Respire bien, mon petit loup. Respire bien fort. Ah, c'est bon, c'est rien. Oui, alors il y a effectivement des moments où on sent que le sol se dérobe un peu. Pas forcément sur une intervention, sauf si elle est très très exceptionnelle, mais comme on en a 2 ou 3 dans sa carrière. C'est plutôt le cumul d'interventions difficiles qui fait qu'on fatigue, on encaisse plus ou moins et que le cumul fait qu'on n'encaisse pas du tout. Après, il n'y a pas d'habitude à ce genre de choses. On récupère petit à petit. Puis de temps en temps, on a des nouvelles très, très appréciables. J'ai dans mon bureau depuis des années une carte reçue d'un enfant dont j'étais absolument certain d'une évolution fatale dans des circonstances traumatiques épouvantables. Épouvantable parce qu'il avait été écrasé par des voleurs de voitures et qui, 6 mois après, m'a envoyé une carte avec sa photo, avec un poème. C'est sûr que c'est les parents qui l'avaient aidé à faire tout ça parce qu'il avait 7-8 ans. Donc, et de sa petite main enfantine, il avait écrit « Je suis très content, j'ai retrouvé ma maman, mon papa, mon petit frère Boris et tous ceux que j'aime. Je vous dis un grand merci pour m'avoir aidé à vivre ce moment difficile. Signé Rémi, ça fait plus de 10 ans que je l'ai et quand j'en parle, ben, ouais, je suis content, quoi. » T'es blonde aujourd'hui? Ça commence. Non, c'était calme. On a fait quoi? 4 chacun? 3-4 chacun. On a fait 2 transferts. 2 transferts de primaire. Mais c'était pas une raison pour garder ta chemise de nuit. Je m'appelle Sarah Lorch, j'ai 38 ans, je suis mariée. Je travaille au SAMU de Lyon depuis 10 ans, praticien hospitalier depuis plus récemment, depuis 2 ans. Je leur ai dit, mais bon sang, je ne sais pas si c'est neurologique. Je vous décris le tableau, mais l'origine,
On l'ignore. J'avais envie d'être secouriste, ne serait-ce que par la connaissance des pompiers. Quand on est gamin, c'est vrai qu'on a l'image des pompiers, malheureusement. Hein. Dans une ville du Jura, une petite caserne, les filles, c'était pas encore très à la mode, on va dire. Et je suis rentrée dans une autre association de secourisme, l'association de la Croix-Rouge française. Et voilà, j'ai commencé par faire du secourisme. Oui, je devais être à peine au lycée. Et puis j'ai enchaîné là-dessus, sur les études de médecine. Et la médecine d'urgence, c'était vraiment, voilà, c'est ce que je voulais faire, quoi. Il n'y a pas de quotidien très établi, c'est ça qui me plaît. C'est que c'est pas un travail régulier, déjà en termes d'organisation. Je travaille sous forme de garde de 24 heures ou sous forme de journée où on fait 12 heures de travail. Il y a des semaines où je vais faire 3 nuits au travail. La semaine d'après, j'en ferai pas. Enfin, et ce côté, justement, voilà, pas cadré, systématique, me plaît. Qu'est-ce que c'est? Un accident de travail, un trauma crânien, apparemment. Merci. De Carrel 43 sur les lieux, juste là. On a des camions, on a des beaux camions. Tous les gens nous traitent de cow-boys quand on arrive sur les lieux d'intervention, parce qu'on arrive vite, on fait du bruit, il y a de la lumière et tout. Mais non, on vient juste parce que quelqu'un se dit dans la détresse et on va chercher à l'aider. Pour moi, la médecine d'urgence, c'est la passion, l'intensité, la vérité en fait, le rapport humain, l'humanisme, la subtilité et quelque chose de très pointu intellectuellement et techniquement. L'ensemble, ça crée quelque chose de passionnant. L'adrénaline, c'est un petit peu ce qui nous fait choisir cette spécialité, certes, mais on ne peut pas vivre toute une vie professionnelle avec des décharges d'adrénaline du matin au soir. Il faut qu'après, ces décharges surviennent à bon escient. 6, c'est là. D'accord. Je peux vous demander de vous avancer un petit peu pour qu'on écoute les poumons? Respirez bien par la bouche, au maximum de ce que vous pouvez sans vous faire mal. Même si je viens en SAMU, je ne suis pas chez moi. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais pas... Non, je viens pour soigner telle personne, je respecte tout le reste. Je le dis aux nouveaux arrivants quand ils viennent au SAMU, jusqu'à présent, tu as vu des malades, les malades, ils venaient chez toi. Chez toi, c'est-à-dire à l'hôpital. Là, tu vas travailler chez eux. Tu vas faire la même médecine, mais tu vas voir que travailler chez eux, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc il faut une grande adaptabilité. La place pour votre sœur, on va l'allonger ici. C'est très intrusif quand même, hein. Enfin, on rentre vraiment dans la vie des gens, donc c'est voilà, faut savoir aussi rester à sa place. On n'est que docteur. Je ne comprends pas bien pourquoi elle a fait le malaise, donc on va l'emmener pour la surveiller un petit peu. D'accord, on fait comme ça. Tu le gardes le truc, hein? Le sac en mu, Alors, 24. Y'a quelqu'un? C'est par là, bonjour. Bonjour, vous n'allez jamais tenir dans la pièce. On va jamais tenir dans la pièce. Bonjour, monsieur, dame. C'est votre fils, c'est ça? Oui. Bonjour, il est épileptique connu, je crois. Hein. Bonjour, monsieur, dame. Ça fait combien de temps qu'il crise? Ben, comme d'habitude, je dirais, il fait des crises toutes les 2 heures, mais là, après la dernière crise, on a entendu un bruit, il est retombé de son lit, apparemment, il a refait une... Je sais pas comment appeler ça, une convulsion. D'accord, ok. Allez, on va piquer hein, pour passer les médicaments. Là, je pense qu'il est en train de lutter un petit peu contre le fait qu'on le tienne. Ben non, il faisait ce bruit aussi tout à l'heure. D'accord, ok. On est parti, c'était sur une fin de nuit, c'était 5 h du matin par là. On part pour un jeune homme de 19 ans qui fait des convulsions.
J'avais pas plus d'informations sur le motif de départ. 10 mg. Ouais, tu nous as préparé, c'est bon. Les circonstances déjà étaient difficiles, matériellement parlant. La chambre était très exiguë, il y avait déjà plusieurs pompiers. Nous, on arrive encore, on était 3 sur l'intervention en tant que SMUR. Pardon? Ah non, pardon, ça c'est de l'eau simplement, pour pousser tout ça. Voilà. Allez, Pierre-Marie, serrez-moi la main là. Est-ce que vous m'entendez? Il y a de fortes chances qu'il dorme. Ok, allez, on le met bien à plat d'eau. Il faut s'adapter à chaque patient. Il faut, bien sûr, ce sont eux qui ont demandé à ce que le SAMU vienne, mais ils n'ont pas le choix dans leur médecin traitant. Habituellement, vous voulez aller chez le docteur, vous choisissez le médecin que vous voulez aller voir. Donc, déjà, à nous de nous présenter, de savoir, voilà. Et ensuite, on s'adapte en fonction de chaque personnalité à qui on va avoir affaire. C'est bon, vous l'avez? Il avait convulsé finalement la fois de trop. Donc c'est bien qu'il y a eu un élément qui était pas normal, qui n'était pas comme d'habitude. Donc il faut insister. Enfin, moi, à ce moment-là, vraiment, j'insiste. J'insiste pour qu'il vienne à l'hôpital. Voilà. On l'emmène bien à l'hôpital de Lyon-Sud. Une fois arrivé sur place, on verra un petit peu comment il se réveille et pour savoir à quel endroit on va pouvoir l'hospitaliser. Oui, mais j'ai pas envie de l'hospitaliser, moi. J'ai bien compris, j'expliquerai bien, on le fera au plus court. L'autre fois, il a été hospitalisé pour sa première crise, il est resté 2 jours, sous prétexte que c'était le 11 novembre, on n'a même pas fait de EG, alors ça servait à rien. Et lui, il vit pas quand il est hospitalisé, c'est encore pire, il angoisse. Habituellement, vous avez un contact avec lui au quotidien, on échange avec lui. Mais il parle mal parce qu'il est dysphasique. Oui, on se fait comprendre, on arrive... Non mais là, avec Guillaume, il est mort pour la journée, là. La journée peut-être pas, mais il est en train là, de se réveiller. C'est un petit peu agité, mais je pense qu'il doit se demander ce qui se passe. Il doit angoisser. Et généralement, d'ailleurs, quand il fait ses crises toutes les 2 heures, il se réveille le matin comme si de rien n'était et il repart. D'accord. Il repart comme si de rien n'était. Vous pouvez venir avec nous. Les gens ne sont pas forcément d'accord, c'est vrai, avec ce qu'on va faire, mais c'est à nous à arriver à leur expliquer l'intérêt et la raison pour laquelle on va le faire. On ne fait pas ça de façon gratuite, juste pour emmener les gens passer la nuit aux urgences. Non, pas. Donc ça fait partie de notre boulot, ça. C'est de la négociation. Il faut arriver à expliquer l'intérêt de ce qu'on souhaite faire aux patients et aussi à son entourage. Voilà, et ça peut être compliqué. Moi, je pense qu'il faut avant tout, c'est faire preuve d'honnêteté avec le patient. Quelle que soit l'humanité qu'on puisse y mettre, c'est être honnête avec le patient. Et dès lors qu'il comprend que vous êtes là dans son intérêt, que vous lui racontez ce qui se passe et ce qui risque de se passer, voilà, je pense que c'est la première des choses pour établir un contact sain avec votre patient. Vous êtes dans l'ambulance des pompiers, d'accord, avec le SAMU. Votre maman est derrière avec nous dans la voiture. Et il a un réveil qui est quand même pas très franc encore. Pierre-Marie, on est bientôt arrivé à l'hôpital, là. Hein, l'hôpital de Lyon-Sud. Vous nous entendez, Pierre-Marie? Allez, on va sortir de cette ambulance, hein. La maman, elle doit être au bureau des entrées. C'est la France qui permet à la population d'avoir ce service. Ça, oui, c'est un engagement qui est énorme pour une population. J'espère qu'ils s'en rendent compte, que la France met à disposition des équipes de SMUR. Après, je ne fais que participer à ces équipes. L'engagement, c'est l'État qui l'a pris et c'est un truc qui est... on a la chance d'avoir ce système-là. Voilà. Ça, c'est pas cool, ça? J'ai pas mon stéto, j'ai rien. Tu veux le mien? Tu me le poses dans mon casier. C'est quoi? Douleur taux, avec gêne respiratoire. Merci. Mon stéto, tu le mets dans mon casier vers le courrier. Quand on cumule les gardes, quand on enchaîne plusieurs gardes, effectivement, de façon très rapprochée, le SMUR, effectivement, ça devient notre deuxième maison. On a notre bureau, notre chambre de garde, on a notre bureau, ce sont des conditions de travail qui sont, pareil, un petit peu originales. Voilà. Je ne suis pas sûre que vous côtoyez vos collègues de travail quand ils se réveillent en pleine nuit pour partir sur une intervention, la tête un peu en vrac.
on côtoie nos collègues de travail de façon aussi différente que dans un métier, je dirais, conventionnel, avec des horaires de bureau. Et donc voilà, c'est tout ça, quoi. C'est une ambiance qui est différente. Et dis donc, mais elle a dévalisé la boulangerie. Si vous savez pas quoi faire, vous mangerez. Hein. Après, tous les moments forts qu'on peut vivre en intervention favorisent aussi cette complicité, ce besoin de se retrouver ensemble, de discuter de ce qu'on a fait. Voilà, il y a cet esprit familial qui se retrouve et c'est une complicité qui est nécessaire quand on vit des choses un peu fortes sur notre lieu de travail, quoi. On a fait un défenestré et on l'a posé avec un trauma thoracique, probablement. La fenêtre n'était pas condamnée, la première fois? Ouais, c'était la première fois. Et il y a un balcon chez lui et habituellement, effectivement, elle ferme la fenêtre, mais sans plus. Il n'avait jamais fait ça. Puis là, la maman a retrouvé une chaise sur le balcon. Il a sauté. Ah, une chaise en plus? Oui. Ah oui. C'est cet engagement qui me plaît. Je suis déclenchable si jamais il y a un plan rouge. Ma famille sait très bien que si un jour on m'appelle alors qu'il y a une réunion de famille et qu'on me dit, ben voilà, il y a un déclenchement pour un accident de masse ou quoi que ce soit avec beaucoup de victimes, je partirai, ils le savent. Le jour de mon mariage, j'avais mon téléphone dans ma poche. Voilà, c'est cet engagement qui me plaît. Voilà, c'est ça qui me motive quelque part. J'ai le sac. C'est bon, il n'y a plus rien en dessous. Perte des os en arrivant à la clinique. Alors ça, c'est pas du timing. Vous sentez que ça a coulé un petit peu? Les contraintes, elles sont banalement, je dirais qu'on travaille avec des amplitudes horaires qui sont longues. On travaille la nuit, on travaille les week-ends, on travaille les jours de fête. Et c'est pas un dans l'année. On travaille beaucoup aussi. Il faut quand même reconnaître que ce n'est pas un médecin urgentiste qui va travailler que 40 heures par semaine. Ce n'est pas envisageable en France. Il y a longtemps de ça, je me souviens d'un dimanche où j'étais à la maison et où ma dernière fille s'est étonnée que je sois à la maison un dimanche. Elle avait 7-8 ans à l'époque et je lui dis mais on est dimanche, là je ne travaille pas parce que je ne travaille quand même pas tous les dimanches. Je dis on est dimanche, je ne vais pas à l'hôpital et elle m'a répondu ah bon, je m'en souviens pas. À 7-8 ans, elle n'avait pas remarqué qu'il y avait des jours où son père ne travaillait pas. Martine voilà, dans la journée, va faire. Ça sera plus facile à gérer. Dire que j'ai raté une partie de ma vie de famille, oui, j'en suis sûr. Au moins une partie. Tout, non, j'espère. Mais en partie, oui, j'ai pas bien vu grandir mes enfants. Ma femme m'a pas vu souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe? La personne est inconsciente, elle répond pas du tout. Et a priori, j'ai même quelqu'un qui a dit qu'il n'avait plus de pouls. Inconsciente, pas de pouls, donc c'est mauvais signe. Hein. Je crois pas qu'on puisse pratiquer ce métier sans passion. Je pense que même c'est plutôt une... Enfin voilà, c'est passionnel et c'est une vocation. Les gens qui pratiquent ce genre de métier, ça ne peut pas être autrement, sinon on ne peut pas le pratiquer. J'ai un rejet de l'idée de la mort. Ah, oui, il y a des interventions oui, qu'on n'oublie jamais, qu'on n'oubliera jamais. C'est évident. Oui. Alors, on n'y pense pas tous les jours. Hein. On y pense tous les jours au début, et puis après, les choses s'estompent. On en discute avec les collègues. Voilà, on fait le deuil de notre intervention de cette façon-là, sachant qu'on n'oubliera jamais. Voilà. Oui, on vit avec. Ouais. On vit avec certains échecs de réanimation. Alors, qu'est-ce qui se passe? La personne est inconsciente, elle répond pas du tout? Tout à fait, elle est sur le trottoir. Et a priori, j'ai même quelqu'un qui a dit qu'il n'avait plus de pouls. Inconsciente, pas de pouls? Oui. Donc toi, enfin moi le témoin... D'accord, les secours arrivent tout de suite. C'est Place Vernet. D'accord. On envoie tout de suite. On envoie, bah écoute, j'envoie. Salut. Place Vernet.
Tiens, regarde, si les gars, il n'y a pas beaucoup d'enseignements sur le truc. Voiture moto. Voilà. Une personne au sol, inconsciente, pas de peau. Donc voilà, c'est mauvais signe. Hein. Je m'appelle Laurence Raquin, j'ai 44 ans. Je suis pacsée et je suis surtout médecin urgentiste au SAMU de Lyon. En principe, quand on est dans le service, on est plusieurs équipes à intervenir. La règle veut qu'on s'intéresse à ce que le collègue va faire, ou à ce que l'autre équipe a fait comme intervention ou va faire comme intervention. Et on sait que, en regardant le motif de départ, certaines interventions vont être dures psychologiquement, voilà, très probablement, et qu'au retour, il faudra être là, quoi. Il faudra être là pour en parler, pour commencer à débriefer toute la psychologie de cette intervention. Donc 41, 42 sur les lieux, 21h42. Bonjour. Oui, il était en arrêt immédiat. Allez, l'intubation. Je vais prendre ta place. Mes deux voix, groupage ACI, un MOQ. Ça pisse le sang. D'accord. Donc casqué. Casqué, non, il était sans casque. Ouais, il était sans casque. Ouais, on n'avait pas le casque. Il y a un casque, mais il est à côté. Garde ton aspi, hein, reste à côté de moi. Tu me dis si je m'arrête. Il faudra me faire un maintien de tête là pendant que je l'intube. Il avait des lésions de fou. Hein. Je pense que j'y suis. Enlève-moi le masque là, s'il te plaît. La seringue, elle est où? Quand on est dans la voiture, qu'on voit un pompier en train de masser, en train de ventiler, on sait à quoi s'en tenir. On sait que la victime est en arrêt cardiaque. Voilà. L'urgence dans ce cas-là, c'est de prendre en charge cette urgence vitale. Et là c'est les réflexes qui rentrent en jeu. Hein. Allez, tu continues à masser. Je suis à dos d'Adré là. Personne ne lui a enlevé son casque. Hein. On n'en a pas retrouvé. Ouais. Il est abîmé, il n'est pas abîmé. La tête était sous la roue. Là, tiens, il n'était pas sanglé ou la sangle a cassé? Donc la sangle était enlevée, c'est ça tu dis? Parce que c'est quand même un bon casque qu'il a. Hein. Il a tout pris sur le crâne. Hein. Voilà. Combien? Ouais, tu reprends le massage. Tout au long de la prise en charge, pour ma part, je reste professionnelle, technique. Voilà, si on se retrouve en échec au terme d'une réanimation, voilà, là, bien évidemment, on peut craquer. Hein. Là, sur le plan émotionnel, on en prend un coup et on peut verser quelques larmes. Hein. Mais après, pas pendant. Oh putain, la tête de ma mère! Oh putain! Ils ne peuvent pas empêcher les gens de venir voir. C'est son frère. Il est où son frère? Pareil, dans l'ambulance. Dans l'ambulance. Fils d'Adré. On va s'arrêter. Ouais. Arrête. Ouais. Donc il y a des forces de l'ordre là sur place. Tu veux autre chose en remplissage sur le. Enfin, quel volume là sur le bois. Ok. C'est qui lui a annoncé là au frère? Ah, je sais pas. Ouais, normalement c'est à moi de le faire, hein, mais bon. C'est pas grave, hein.
Ça me fait une épreuve de moins. Normalement, quand il y a un médecin sur place, c'est au médecin, évidemment, d'aller expliquer à la personne qui attend que son proche est décédé. Voilà. C'est pas à quelqu'un d'autre. Et même quand les gens ont compris, ils ont compris, mais ils attendent une confirmation. Donc de toute façon, c'est une obligation, bien évidemment, humaine d'aller leur annoncer le décès de leurs proches. Et c'est évidemment une épreuve parce que, voilà, pour le cas qui nous concerne, il s'agissait d'un jeune homme de 29 ans qui était marié, qui était père de 2 ou 3 enfants et qui, malheureusement, est décédé suite à cet accident terrible. Oui, c'est Laurence, là. Je vais passer le bilan. J'ai pas obligatoirement besoin du régulateur. Eh ben, passe-moi Roland, si tu veux. Ouais. Bon, écoute, un AVP scooter VL, un choc frontal à haute cinétique avec un conducteur casqué, mais a priori un casque non attaché. Il est retrouvé, donc ça a eu lieu vers 21h20, retrouvé en ACR sous le scooter, donc sans casque, sans réanimation engagée, en arrêt cardio-respiratoire, à la prise en charge par les pompiers à 21h32. Donc il a un fracas facial. Non, il est décédé. Hein. On a fait voilà, 6 mg d'adré, intubé. Ah ben j'ai pas vu d'autres victimes, moi. Hein. Voilà, je te remercie. Oui. Je vais vous faire un certificat de décès en obstacle. Ouais, c'est son frère. Oui, j'ai bien compris. Il demande est-ce qu'il peut le voir ou pas? Juste le voir en vitesse? Non, il y a un obstacle, il ne peut pas parce qu'il va se précipiter dessus, etc. Est-ce que vous voulez le voir 2 minutes, le frère, ou pas? Oui. Il faut bien dire qu'il est mort pour que les gens comprennent ce que... Voilà, on n'utilise pas d'image. On ne dit pas il est parti, voilà, on annonce le décès, quoi. Bonjour, jeune homme. Bon, malheureusement, on n'a rien pu faire pour votre frère. Hein. Dire à ta maman, comme ça, c'est important, voilà. ces mots-là. Écoute ce qu'elle te dit, il n'a pas souffert, en tout cas. Il n'a pas souffert. Hein. Le choc a été tellement violent que, malheureusement, il est mort sur le coup. Hein. Vous êtes de la famille, vous aussi, monsieur? Il faut... voilà, bon, il va falloir les entourer. Hein. Permis, il y a quelque part. Très bien. Je vous laisse vous rendre après. Oui. Je suis à ma place de médecin urgentiste et voilà, avec tout ce que ça implique. On va voir le frère aussi, voir si on... Je viens de le voir, là. Hein. Demander une autre ambulance pour l'emmener ou sinon on laisse ça. Ben, je pense qu'il faut qu'il soit avec sa famille, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut calmer sa peine. Hein. Voilà, c'est pas l'hôpital qui va lui être d'un grand secours. C'est sûr qu'on a un sentiment d'échec quand on a perdu un patient et qu'on a tout fait pour lui. C'est un sentiment d'échec, mais on sait qu'on est confronté à des échecs. On arrive dans des situations, on a des patients gravissimes, on se bat, hein, on met en œuvre tout ce qu'on connaît pour améliorer la situation, mais parfois, c'est un échec. Bon courage, monsieur. Hein. Merci. Le choc a été... En fait, il a tapé à 3 endroits. Hein. Il t'a montré, non, Stéphane? Non, j'ai pas montré.
Il a doublé le bus, il s'est pris une voiture qui débouchait d'une rue. Ça l'a projeté dans une autre voiture et ça a fini de le projeter dans la 106 en choc frontal. Donc en fait, le choc initial, je crois qu'il doit être à 100 mètres du lieu où il était. C'est énorme. C'est énorme. Je pense, oui, qu'on est marqué par ce qu'on fait, oui, qui nous met une certaine pression, puisqu'on accumule le stress de tous les intervenants, de la famille, du patient qu'on est en train de prendre en charge, des intervenants qui sont avec nous, des autres membres de l'équipe. Et effectivement, il se repose un peu sur nous. Et il y a un moment, cette pression, elle doit retomber. Donc oui, je pense qu'on est marqué, c'est certain. Après, ça modifie peut-être nos comportements, nos façons d'être. Un accident de bus avec 72 personnes, dont 28 morts, ça marque une vie professionnelle comme on ne peut pas l'oublier. Pendant 1 an et demi, je me suis réveillé systématiquement toutes les nuits à l'heure où le téléphone a sonné chez moi. Je ne travaillais pas cette nuit-là. Et pendant 1 an et demi, je me suis réveillé à 5h10, systématiquement, quel que soit mon degré de fatigue, qui était l'heure où le téléphone avait sonné. Bonjour. Alors Mimi, on travaille ensemble aujourd'hui. Hein? Je m'appelle Jean-Marc Laille, je suis médecin urgentiste au SAMU de Lyon et j'ai 55 ans, père de 4 enfants, marié avec une infirmière anesthésiste des Hospices civils de Lyon. C'était l'anniversaire de mon 3e hier. Enfin, elle a 18 ans, donc elle ramenait des gâteaux non utilisés. Il est vert, comme il est beau. Il est vert, hein? Il est vert. C'est le gâteau de Shrek. Il a tourné, hein. Allez, tiens. Non, t'aimes pas? Ben, j'en sais rien, alors. Ouais. J'attends que tu me dises. Ben, c'est quand même exceptionnel. Venir à Lyon Sud et être 24 heures avec toi, c'est quand même exceptionnel. Hein? On dit ça parce qu'on est des piliers de Lyon Sud. J'ai un rapport absolument pathologique avec la mort. Je ne la tolère pas. Donc, c'est aussi une excellente raison de faire médecine d'urgence. Je pense que l'angoisse de la mort, on le rapporte toujours à la sienne. Parce qu'on est tous des égoïstes, au fond, et on pense toujours à soi. Donc, effectivement, l'angoisse de la mort des autres, c'est aussi l'angoisse de sa propre mort. Bonjour. C'est un enfant de 10 ans, ouais. Un vélo qui s'est fait percuter par le camion. D'accord, oui. Là, il est conscient, il parle, il n'y a pas de souci. Pardon. C'est moi, je suis derrière toi. Non, t'en fais pas, t'en fais pas, t'en fais pas. Je te regarde rapidement. Hein. Oui. Tiens, on te recouvre. Écoute, on va le mettre à l'abri parce que... Ouais, non, il fait trop froid là, on va pas le piquer. Par contre... Hein, alors, je t'explique ce qu'il en est. Alors, Enzo, je t'explique ce qu'il en est. Pour l'instant, tu bouges absolument pas. On va te mettre dans le camion et tu seras au chaud. Après, on te voit. Si, c'est ce qu'on va faire. Alors, tu bouges pas. Tu bouges pas. Ils sont à côté. T'en fais pas. Tu arrives à bouger tes jambes? Est-ce que tu arrives à bouger tes jambes? Laquelle? Celle-là? Celle-ci, là? Oui. Et l'autre côté, tu la sens bien? Bon, très bien. Alors, on y va. Il ne reviens pas chez moi. Attends, pour l'instant, tu mets juste sur le dos, d'accord? Oui. Voilà. Ah bon, quand vous voulez, hein, allez-y. Mais oui, allez. Attention pour retourner. Retournez. Oui. C'est jaune, celui-là. La main. Voilà. Allez. Le coquille, il est où? J'ai eu cette expérience fabuleuse de médecin généraliste à la campagne et on apprend plein de choses. T'as mal là ici ou pas? Non? Du tout? D'accord. Pour moi, un médecin urgentiste, c'est un médecin généraliste qui agit en urgence. On va lui faire une petite piqûre, on va être obligé pour lui faire... Non.
D'abord pour calmer sa douleur, parce qu'il va en avoir un petit peu, et surtout pour compenser la perte sanguine, parce qu'il a perdu un petit peu de sang, donc on va remplir un petit peu. Bon, et puis après on va aller sur l'hôpital. Oui, oui, oui. Doucement, doucement. Comment? Ton papa, on le fera monter tout à l'heure. On va te faire respirer un bon produit pour que tu aies moins mal, d'accord? Prendre en charge, c'est prendre une partie des problèmes qu'on est supposé pouvoir résoudre sous sa responsabilité. Et ça donne énormément de sens à sa vie. C'est bon. Je suis là, je suis là. Et je gère ça en essayant de maintenir la vie le mieux possible et surtout le plus possible. Et le plus possible et surtout le mieux possible. Tu es arrivé sur la route, c'est ça? Ou comment ça s'est passé? La voiture, toi, tu étais sur la route aussi ou pas? Oui, en fait, j'étais sur la route, il n'y avait pas de voiture. Elle est arrivée vite et elle est rentrée dedans. D'accord. C'est pas toi qui es rentré dedans? D'accord. Il est arrivé qu'on prenne en charge quelqu'un qu'on connaisse, et moi ça m'est arrivé une seule fois et je ne souhaite pas que ça m'arrive à nouveau. J'ai été appelée en intervention sur un accident de la voie publique 100 mètres en gros en dessous du domicile de mes parents. Donc le temps de se rendre sur les lieux, évidemment on pense à son père, sa mère, son frère et tous les gens qu'on connaît au village. Voilà. Et il s'est avéré que c'était quelqu'un, une jeune femme. Moi, je suis allée à l'école avec sa sœur et j'ai pas reconnu cette jeune femme quand je l'ai prise en charge. C'est qu'après, arrivé à l'hôpital, que j'ai pris conscience que c'était la petite sœur de cette amie d'école. Voilà. On est obligé de rester médecin, tout en étant touché intérieurement, bien évidemment. Hein. On n'est pas de marbre, on n'est pas des robots, on est des êtres humains comme les autres. Hein. Donc, on a des situations qui nous touchent plus que les autres. Et ça en fait partie, ouais. On prend un coup au moral, hein, bien évidemment. Ça n'est pas facile parce qu'il y a une charge émotionnelle qui fait qu'on peut, sur le plan technique, être perturbé. Si jamais je suis amené à poser une perfusion à ma femme pour quoi que ce soit, ou à faire un geste sur un de mes enfants, ça perturbe un petit peu quand même. Mais ça donne un souci d'excellence aussi. Je l'ai vécu. J'ai transporté un de mes amis qui a eu un gros accident de moto, un motard de la gendarmerie, qui a eu un gros accident de moto dans la Drôme. Et je l'ai pris en charge. Et c'est un des pires moments que j'ai vécu. Parce qu'il y a une telle pression pour essayer de faire bien et toujours mieux que c'est très dur, très lourd. Parce qu'on connaît. Allô, oui, c'est Sarah? Ouais, un jeune homme de 18 ans, donc je suis de probable défenestration au 3e étage. Cet enfant est autiste, grave comme dirait sa maman. On ne sait pas à quelle heure il est tombé. Il y a une réception sur le pare-brise d'une voiture qui l'a complètement enfoncé. Donc on a un patient qui était un peu tremblant, mais on a une température à 36,5. Et vers 1h du matin, on part pour une notion de défenestration. Donc quelqu'un qui a sauté de la fenêtre de son habitation, enfin, d'une habitation en tout cas. C'est un adolescent qui a une pathologie chronique aussi, qui est autiste, qui a été retrouvé en fait au sol, au pied de son immeuble, complètement nu et couvert de sang. Je vais piquer sur le bras pour poser la perfusion. Prépare-toi à me tenir là.
il va falloir mettre le bras un petit peu au-dessus, comme ça pour l'instant. On va s'organiser pour lui passer. Ça, on le mettra après, les électrodes. On va d'abord mettre le champ, s'il te plaît. Donnez la main à votre maman. Tiens, mais viens là avec moi pour le champ. On va l'envelopper, le border, en fait, comme ça, s'il te plaît. Dans l'autre sens. Il y a des situations émotionnellement difficiles. Il y a des situations médicalement difficiles. On hésite sur... Enfin, on a du mal à... Voilà, à se dire, alors est-ce que... Voilà, enfin, à prendre une décision, mais purement médicale, sans qu'il y ait d'affect. Il y a différents niveaux de difficulté dans nos interventions. Vous arrivez à vous faire comprendre comment? Oui, on se comprend parce que... Vous avez l'habitude aussi? Ah, oui. Ouais. Là, si on lui demande s'il a mal, vous pensez que vous arrivez? Il ne vous dira pas exactement s'il a mal ou pas. Okay. Il ne vous dira pas, il ne peut pas... D'accord. Il est bien calmé, là. On a réussi à le réchauffer, on a passé des médicaments contre la douleur. D'accord? Vous restez à côté, de toute façon. Le problème se situe principalement au niveau du thorax. Je pense qu'il a un de ses poumons qui respire un peu moins bien à cause de la chute, d'accord? Ça lui suffit pour avoir suffisamment d'oxygène dans le sang, d'accord? Mais il faut qu'on aille le réparer, je pense. On va arriver à l'hôpital de Lyon-Sud, on va lui faire un scanner pour essayer de voir les lésions qui se trouvent à la fois éventuellement sur la tête, le thorax ou l'abdomen. On va aller évaluer tout ça, d'accord? Pour l'instant, ses poumons compensent bien, son cœur marche bien, d'accord? Et il a marché, donc ce qui est plutôt bien quant à la colonne. C'est toujours, on est encore dans la phase un peu aiguë, c'est toujours difficile pour moi de vous le dire. Pour l'instant, non. Mais je ne sais pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Pour l'instant, il fait bien face à tout ça. D'accord? Il ne faut vraiment pas qu'on le lâche, d'accord? Qu'on le surveille bien. Et puis c'est le scanner qui nous aidera à vous expliquer un petit peu les lésions qu'il présente. On essaye de ne pas être faillible pendant notre métier, mais après, on reste humain, hein, ça peut nous arriver, ça peut... voilà, c'est comme ça, à force de faire face à des situations difficiles, je reste... Enfin, ça me choque pas hein, que des fois on en ait marre et qu'on ait envie de tout envoyer péter, mais... bouler, pardon, je sais pas comment on peut dire, mais c'est... Faut pas que ça arrive au travail. Vous nous entendez? Voilà, il ouvre les yeux. Là, chérie. On arrive à l'hôpital. On va arriver dans une salle où il va y avoir plein de monde, hein, plein de monde autour de vous. Je suis pas sûre que vous pourrez rester à côté de lui le temps du premier bilan, parce qu'on va refaire une prise de sang, faire une échographie. Et voilà, mais vous serez tout à côté, s'il y a quoi que ce soit, ils vous appelleront. Bah, j'ai un collègue hein, qui disait que il trouvait que le caractère de son épouse avait changé depuis qu'elle faisait du SAMU. Alors, on ne me l'a pas encore dit, peut-être qu'on n'ose pas me le dire, mais peut-être que ça joue, je ne sais pas. Oui, mais il y a des moments où on se sent pas capable de faire face à rien. J'ai une araignée chez moi, je vais hurler, quoi, alors qu'un polytraumatisé, quand j'arrive en ce mur, ça va pas m'impressionner. Enfin, ça va pas m'impressionner. Parce que je vais arriver, j'aurai des choses à faire. Voilà, j'ai été formée pour ça, j'ai du matériel et je sais que je peux essayer de faire quelque chose. Et tant qu'on a ça et que c'est ça qui nous anime, je crois que voilà, on peut faire face à ces situations. Voilà, je viens vous revoir, madame, et je vous explique. On va vous expliquer où vous installer. D'accord? Vous pouvez vous asseoir là en attendant. Salut, Sylvain. On l'a vu bouger les 4 membres. Il y a de multiples plaies, en fait, surtout la plus grande est sur le côté. Et il y en a encore une dans le dos que je n'ai pas vue. Il était coquillé quand je suis arrivée. Il n'a pas d'allergie connue. T'as un drap chaud? Vous avez un drap chaud, s'il vous plaît? Les conséquences là sont, je dirais, limitées entre guillemets. Il va s'en sortir, cet ado. On a des gens qui sautent des fois de plus bas qui meurent, on a des gens qui sautent de plus haut qui meurent pas. Voilà, je pense oui que c'est un miraculé. Salut Sarah, ça va? Et toi? Ouais. Tu fais bonne?
Oui, oh. Ouais. Tous les jours, ça passe à 5h, 6h, je sais pas quel jour. Je sais pas, moi, je fais la cuisine, tu sais, c'est ouvert, donc je vois ce que... Tu fais ta sauce tomate, Ouais, je fais ma sauce tomate, voilà, pendant 3 heures. Waouh. Regarde ça, nos pinofs là. On va le faire peut-être pour toi. Merci. Ah, on peut le faire. Bah allez, bon week-end, ciao ciao. Toi aussi. Merci Laurent. Et le médecin au Donc c'est pas toi l'astreinte demain alors. Moi, ça y est, je suis libre comme l'air. Café. Par exemple, je vais le faire, bah, t'en fais pas. On t'a eu des nouvelles du petit qu'on a... Le petit, oui, le petit renversé. Ouais. Ils allaient l'opérer, ils allaient le fermer, le refermer. Il est bien saigné quand même. Évidemment, ça sort pas mal. Parce que c'était shooté par un fourgon comme ça. D'accord. Il m'est arrivé d'avoir des situations qui, sur le plan émotionnel, pouvaient être difficiles pour moi. Je crois que ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'en discute avec mes confrères. Et c'est encore une fois une des justificatives du briefing, du débriefing du lendemain matin. Quand on finit sa garde, on raconte nos prises en charge, que ce soit en SMUR, en réanimation ou déchocage, on raconte notre nuit de garde à nos confrères. Il s'est passé ça, j'ai fait ça, donc on va échanger. Et en d'autres termes, on va quelque part tout raconter. En racontant notre prise en charge, en échangeant avec les confrères, on va arriver à vider ce sac d'émotions. On peut en parler aussi avec... il m'arrive d'en parler avec ma compagne. Il m'arrive d'en parler aussi avec certains amis proches. Parce qu'on peut avoir des doutes sur notre prise en charge. Est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que j'aurais pas pu faire différemment? Est-ce que j'aurais pas pu sauver ce patient? Donc on peut avoir une certaine forme de culpabilisation. Et je crois que la meilleure façon de sortir de ce process de culpabilisation, c'est vraiment d'en parler avec ses confrères, d'en parler avec ses proches. Il faut que ça sorte. Alors, en plus de ça, moi, ce que je fais aussi fréquemment, c'est que je vais courir. Et surtout, quand j'ai eu des gardes difficiles, je vais courir longtemps derrière. Et le fait de courir et de faire du sport me permet de compléter cette dimension d'échange avec les confrères et de vider tout ce stress et de passer à autre chose, et d'évacuer. Ça me permet d'évacuer complètement, oui. On a attendu quand même 17 heures pour sortir. On a fait un petit qui s'est fait percuter par une voiture, un petit de 10 ans, qui était conscient, avec un peu de sang par terre, quand même, une grosse plaie du scalp, une tête un peu déformée, bien conscient. Et qu'on a amené sur le déchocage avec une forte suspicion de fracture du crâne, une embarrure. C'était ça, une embarrure, effectivement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Une douleur thoracique un peu bâtarde. Alors, on pensait que c'était pour une bronchite parce qui faisait une douleur atypique, avec une douleur dans l'épaule qui ressemblait un petit peu à une douleur pleurale, si tu veux, chaque fois qu'elle s'allongeait. Et le SAMU, c'est une ambiance familiale, tout ça. Mais ça remplacera jamais, hein, de toute façon, la famille, la vie qu'on a à l'extérieur du SAMU. Il y a la vie au SAMU en tant que docteur, puis il y a la vraie vie à côté, la nôtre, quoi, où là, on fait face à nos propres soucis. Et voilà, hein, on pose notre tenue et on redevient monsieur, madame, tout le monde à s'occuper de nos petites affaires, de soi-même, voilà. Mais non, moi, ce qui m'apporte beaucoup, c'est justement de retrouver ma famille, de me retrouver chez moi, dans un endroit. Ce qui est marrant, c'est que j'ai besoin de me retrouver dans un endroit connu. Voilà, une chose stable, une chose constante, quelque chose. Je crois que ça m'apporte beaucoup. Ouais. L'inconnu, je le vois tout le temps au travail. Et je crois que j'aime bien à un moment me retrouver dans un endroit que je connais, qui est vraiment à moi. C'est pas où j'ai pas de risque, mais voilà, un endroit habituel et mon endroit. Oui, bonjour madame, je suis le médecin du SAMU à Lyon. Donc, vous étiez dans une voiture, vous? Oui. Attendez, s'il vous plaît. Oui, quoi? Vous étiez dans une voiture, c'est ça? Oui, passager. Passager avant, arrière? Avant. Avec la ceinture? Oui. D'accord. Donc, ça continue de couler. Ah, ça continue de couler. Vous avez un peu de sang qui coule?
Oui, je suis enceinte de 3 mois. Vous êtes enceinte de 3 mois. Ok. On va vous envoyer une équipe du SAMU, vous le dites aux pompiers? Mais apparemment, il y a des pompiers. Ouais. Dites-le aux pompiers qu'il y a une équipe du SAMU qui arrive. Hein. Ouais, c'est pas bien méchant. C'est le seul. Je m'appelle Patrick Fuster, j'ai 46 ans. Je suis médecin au SAMU de Lyon, praticien hospitalier. Je suis marié, 3 enfants. Ça va? Elle est déjà dans le VSAB ou pas? Ah ouais, on l'a conditionné, donc perte de sang. Ouais. Vous aurez fait faire un médecin, une enceinte de... 3 mois? Ouais. D'accord. Bonjour. Ça va? J'ai connu mieux. Je me doute, oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec le véhicule? Quand ils nous ont percuté par en face, ils ont essayé de redresser, ils ont percuté quand même la voiture, donc D'accord. airbag et tout ça quoi. D'accord, Donc en ok. sortant de la voiture, j'ai perdu du sang, je suis enceinte de 3 mois. Et vous aviez beaucoup de pertes de sang ou pas? Non. D'accord. Vous vous plaignez de rien d'autre? Non. Je regarde juste un peu le ventre. Hein. Vous avez pas mal? Bon, alors, il faut que vous soyez examiné pour qu'on puisse vérifier ce qui s'est passé au niveau du bébé et pourquoi vous avez saigné. D'accord? Ok? Donc voilà. Qu'il n'y ait pas de problème, j'allais dire, dû à l'accident. Et puis la deuxième chose, vous êtes enceinte, donc il va falloir être vu par un obstétricien. Hein, et puis éventuellement, même une petite écho en urgence pour vérifier ce qui se passe au niveau du bébé. Hein, d'accord? Allez, je pique, hein, d'accord? Je suis rodée sur les piqûres. Ah. Vous avez froid? Non, je tremble D'angoisse? stress, de choc émotionnel. Ouais, c'est normal. Ouais, j'espère juste que je perds pas le bébé quoi. Voilà, la seule chose, c'est il faut le vérifier. Elle peut faire une fausse couche, le perdre, parce que le choc a été violent, parce que ça a saigné au niveau de son utérus, et qu'à ce moment-là, le bébé peut mourir, peut décéder. Il manque la roue, c'est celui-là. Ouais, ça marche. Le conducteur de cette voiture, il rentre d'un after qui a consommé de l'alcool. Donc voilà, il aura peut-être une vie sur la conscience, pour le coup. Vous êtes le mari? Oui. Oui, alors, Patrick Fuster, hein, je suis l'un des médecins du SAMU. Oui. Elle va bien. Hein, voilà, son examen est parfaitement rassurant. Elle a juste éventuellement une petite contusion, mais je pense que c'est dû au passage de la ceinture de sécurité sur la clavicule. Oui. D'accord. Elle était passagère avant, hein, c'est Oui. ça? D'accord. Tous les airbags ont déclenché visiblement. Oui. Ouais. Bon. Alors visiblement un écoulement de sang qui n'existait pas auparavant. La seule chose, c'est qu'il faut vérifier un petit peu ce qui se passe au niveau du bébé, hein, puisque ça a saigné. C'est le premier enfant, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Bon. Allô? Ouais, salut, c'est Patrick. Hein. Écoute, on prend en charge une patiente de 30 ans, passagère avant ceinturée. C'est un choc qui est frontal, avec une cinétique qui est relativement importante. Elle est blessée léger, hein, les constantes hémodynamiques sont parfaitement correctes. Elle est Glasgow 15, une tension à 11, un poids 80. Mais il faut qu'elle ait au moins une écho et vue par un obstétricien. Donc je pense que Lyon Sud, ça serait très bien. Elle sent son bébé bouger ou pas? Non, elle est à 3 mois, c'est une primipare. encore, Donc voilà. Mais par contre, elle a eu une métrorragie relativement importante. Hein. Voilà. Et Moi, je lui ai expliqué. Hein. Oui. Elle était suivie à Natessia. Elle en avait pas avant, hein, des Non. métrorragies. Non, c'est suite à l'accident. Ok, j'avertis les urgences de Lyon Sud. Parfait, nous on est prêts à démarrer, hein. Ok. Allez, ciao. Ça fait 20 ans que j'en fais. Je dis pas que de temps en temps, bien évidemment, il y a des pathologies où, sans être nécessairement moins à l'aise, mais on les rencontre moins souvent, où il y a un facteur stress qui est plus important, comme la pédiatrie, comme les très jeunes, comme certains accidents où on sait qu'il y a plusieurs victimes et qu'on va être le seul médecin en attendant que les renforts arrivent. Je pense pas que ça paralyse ou que ça fasse peur. Simplement, on est peut-être plus en éveil. Enfin, en tout cas, moi, je suis plus en éveil, oui. Pas mal. C'est votre premier enfant, hein, vous m'avez dit. Ouais. Votre ventre est souple. Hein. La chose, c'est que le ventre est souple. C'est déjà pas mal. Vous le sentez pas encore bouger, de toute façon, le bébé. Hein, pour l'instant, ouais, en général, c'est le 5e mois. Donc.
Je pense que, heureusement que j'ai ma famille, soudée, qui déjà comprend ce que j'aime, mon métier. Et si j'avais pas cet univers familial stable, très stable, je ne sais pas si je serais aussi calme dans mon exercice professionnel. Ça, c'est clair. Mais à contrario, c'est pareil. C'est-à-dire que si je n'ai pas cette vie professionnelle stimulante, hein, je me verrais mal derrière un bureau. Mais probablement, si je l'ai choisi, c'est que je ne pourrais pas être derrière un bureau. Si je n'ai pas cette vie, pas trépidante, mais cette vie qui me tient en haleine, avec du stress, je ne sais pas si je serais bien aussi dans mon univers familial. Je n'ai jamais testé d'ailleurs, je ne veux pas le tester. Mais globalement, c'est un équilibre, c'est mon équilibre. Je pense que je pourrais difficilement faire sans, d'un côté comme de l'autre. Alors pour l'instant, ça va, c'est rassurant, mais il faudra faire d'autres examens. Donc voilà. On va attendre et faire étape par étape avant d'être soulagé. En espérant que ça sera qu'un mauvais souvenir. Ah mais t'es le seul mec. Bah ouais. Oh là là. C'est splendide. Non, regarde, j'en ai une. Merci. Moi, je m'en ai fait là. Bon. Demain matin, j'ai mon collège, le collège de mes enfants, qui organise une course de vélo. Et donc je suis réquisitionné comme médecin sur la course de vélo. Et ils font VTT vélo-route demain, peut-être dans la neige. Ah oui, ils vont peut-être l'annuler s'ils sont. Ah oui? Je suis montée à Saint-Martin. Il faudrait surtout que je ne sorte pas à 8 h du matin. Quoi, parce que... Merci. Non, mais tu dors quand, toi? Bah, demain soir. Hein. Je vais une semaine où je fais pas de SMUR. Mais par contre, je vais aller les cours rouges la semaine prochaine. Tu sais qu'il y a un moment, il faut que ton corps se repose. Ouais, mais c'est vrai. Sûrement. Quand j'apprends que je pars sur Jean-Marc, pour moi, c'est douloureux. C'est douloureux, déstabilisant. Je me demande tout de suite, là, par contre, je me blinde. J'essaie de créer, en fait, une distance par rapport à ce que je risque de trouver et le fait que je le connaisse. Dis-moi, a priori, c'est Nuer. Il est tombé dans le puits et c'est remonté. Ok, on va aller voir. Pour moi, un homme qui est chuté de cette hauteur, c'était un polytraumatisé. Donc en fait, il fallait que j'arrive à organiser et à me concentrer sur la prise en charge du polytrauma qui ne me pose pas de difficultés habituellement, avec cette interface affective que je connaissais à la victime. Ça, c'est très difficile. Salut. Ça va tout à l'heure? Ça va? C'est Jean-Marc, il est resté tombé dans un puits, il a réussi à se tenir pendant pas mal de temps comme ça là. Il s'était comprimé ce membre alors qu'il fait qu'il a ce relevé qui déconne un peu. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah bah je sais pour rien. Jean-Marc, je vais pas venir te voir 15 fois à l'hôpital, tu le sais ça? On va lui laisser le casque. Bon allez, raconte-moi. Tiens, je peux te laisser poser. Dis-nous, t'es tombé dans le puits? J'étais en train de bricoler dans mon puits. J'ai profité d'une journée de repos pour bricoler et j'étais en train de
de bricoler dans mon puits quand la planche sur laquelle j'étais installé, qui était ancienne, a craqué. Et je suis tombé brutalement. Je me suis rattrapé entre deux tiges en fer sur lesquelles je me suis mis en appui. Je sortais d'une nuit de garde, j'étais franchement explosé. Je suis tombé dans mon puits. Je ne suis pas tombé complètement, mais heureusement, il y avait ma femme, mes voisins et puis les pompiers qui sont arrivés. Tout le monde m'a sorti. Et j'ai vu arriver une de mes collègues, que j'apprécie beaucoup, qui est venue me prendre en charge parce que tout le monde se faisait énormément de soucis. Parce que quelqu'un qui tombe dans un puits de 18 mètres, théoriquement, il y a beaucoup de chances, de risque qu'il soit décédé. Et quand on s'est trouvé face à face, j'étais tout à fait penaud de devoir lui imposer ça. C'est déstabilisant parce que c'est une forme d'interaction entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est très déstabilisant. On n'est pas, je trouve, habilitant en tant que médecin à traiter les gens qu'on connaît. Ça enlève la lucidité dont on a besoin. Ça crée en fait, ça enlève la conscience et la disponibilité de nos connaissances en fait, de connaître l'autre. Ça crée une interface d'affectivité qui gêne. Donc j'étais en difficulté par rapport à ce que j'attendais de moi, c'est-à-dire une prise en charge optimum. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que j'ai une paralysie des releveurs de la main. Ah bon? Sur ton appui prolongé? T'as pas eu de choc direct? J'ai eu une striction? Un tuyau, voilà, c'est ça, un gros tuyau qui s'est entouré une autour. striction, d'accord. Une striction, et là j'ai une paresthésie. Ok, tu sais quoi, on va t'emmener en chir de la main. D'accord? Ouais. On prend plutôt SMA ou tu préfères le Tonkin? Oh, bah, moi ça m'est égal. Bah choisis. Comme tu veux, moi c'est égal. T'es vacciné contre le tétanos? T'es vacciné? Ouais, je suis vacciné. Ok. Je t'embête un peu. Hein. Je t'en prie. Il y a un bon hématome au niveau du tibia. Non, ça fait un peu mal, mais c'est tout. C'est pas... Non, mais franchement, ça a râpé, mais j'ai pas eu du tout de traumatisme. Ça a râpé. Tu vois, j'ai même plus mal au sternum. Jean-Marc. C'est pas possible, quoi. J'étais content, maintenant j'arrive à grimper à la corde. Jean-Marc. Une bonne épreuve d'effort, là. Nous fais pas des coups comme ça. Gaëlle, donc, je l'ai connue comme une de mes internes, Gaëlle. Et donc, c'est vrai que j'ai énormément de sympathie pour elle. Fais gaffe de son genou parce qu'il a... Qu'est-ce que t'as un autre truc au genou? J'ai un genou, regarde, ça a gratté un peu. C'est sur la face antérieure du tibia, mais c'est simple, c'est superficiel, c'est rien du tout. Ok, je te regarde. Rien du tout. Le choc rotulien, je vérifie. J'ai absolument rien. Ouais, je sais, mais je préfère vérifier. Tu fais pareil, toi? Ouais. Bah voilà. Moi, j'ai pas eu l'occasion de venir te chercher. Il aimerait bien. Non, moi c'était Thiolin. Ça va? T'as pas mal là. Oui, je le trouve palichon. Je te trouve palichon. Pas que ça. 18 mètres dans l'eau, ouais. Mais là, 18 mètres, tiens là. On va mettre la gomme dans l'eau. Tu sais ce qu'on dit? Respire à fond par la bouche. Ah oui, d'accord. L'angoisse de la mort, d'abord, j'avais pas la certitude de mourir, parce que je pouvais tomber 18 mètres plus bas sans forcément mourir. Donc on est toujours positif tant qu'on est vivant. Par contre, j'avais pas la certitude de récupérer ma main. Et les maladies neurologiques, les impotences, tout ceci m'effraie énormément. Enfin, me fait peur. Ça m'effraie. Vas-y, pose. Est-ce que ça te fait du bien? Oh, bah, ça fait toujours du bien, ça. Ça peut pas faire de mal. Non, ça fait très du bien. Bah, si on te fait du bien, ça va. J'ai une bande de rade. Et maintenant, messieurs, la dernière chose, son là, on y met propre. Ouais, impec. Ça, c'est chiant. Quoi, ça? Bah ouais, je sais bien. Écoute, c'est moins chiant que de tomber de 18 mètres dans l'eau. Tu sais? Alors on va faire comme ça. Non mais j'ai mis ça pour le sécuriser après. Ah, tu sais, pour qu'il puisse poser ses bras sur le truc, parce qu'il était sur les deux trucs en ferraille, t'as vu? Barre métal. Regarde. Oui, je vois. Elle est là. Tac, tac. On voit pas bien. Vous voyez les deux barres en métal? Les barres en métal étaient dans le vide, si tu veux. Donc j'ai mis ça pour pouvoir le sécuriser. Il s'entraîne pour les Jeux Olympiques, barre parallèle. Vétéran alors. C'est très piloté.
Donc il n'a rien au niveau thorax, le sculpte est parfait, il n'y a pas d'emphysème, rien du tout. Par contre, au niveau du bras, il a eu une striction avec un tuyau qui s'est enroulé autour de son bras et il a une paralysie des releveurs de la main. Une vraie. Donc ce que je te propose, c'est qu'on l'emmène au Tonkin. Ça te convient? Tu les préviens? Je te remercie. Je les ai secoués, là. Psychologiquement, je pense que je les ai secoués. J'en ai discuté avec eux d'ailleurs et le pilote m'a dit qu'il avait été quand même un petit peu gêné par le fait que ça soit moi et qu'il a demandé tout de suite à son mécanicien de bord, donc le copilote, de vérifier 2 fois ce qu'il faisait. Par derrière ou par devant, chef? Allez, regarde, il va te dire. Par devant ou par derrière, chef? Par derrière parce qu'il est lourd, lui. Par derrière parce qu'il est lourd. Tu dis. Ça n'était pas la première fois que le SAMU venait me chercher, malheureusement. Quelques années auparavant, j'avais fait une grosse douleur thoracique, un début d'infarctus, devant une de mes collègues, Sarah. Heureusement, j'étais dans un milieu hospitalier. J'avais été ensuite aux urgences. Et ensuite, j'ai été emmené sur l'hôpital cardiologique pour subir un pontage coronarien. Vous aviez déjà voyagé, Jean-Marc, avec l'hélicoptère de la sécurité civile? Avec l'hélicoptère des gendarmes et l'hélicoptère du SAMU, pas la sécurité civile. Le plus simple, c'est peut-être qu'on se mette dans la... En tant que... On s'entend bien, en tant que patient. À tout à l'heure, sans doute. À tout à l'heure. Bon. J'ai pas dit que t'étais lourd, j'ai dit que t'étais grassouillé. Et là... 1, 2, 3. Ça va? Ça va. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout, Chantal. Heureusement qu'elle était là, Chantal. Ouais, heureusement, ouais. Alors là, je pense à quoi? Je pense à ma main. Je pense à ma main, je pense à ma paralysie radiale que je sens. Je sens que je ne peux plus bouger la main. Et là, je pense à mon avenir. J'espère que je vais récupérer, sinon c'est mal engagé, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mais ça m'effraie. C'est un gros souci. Il faut que je sois utile. Il faut que je sois au contact des gens physiquement. Peut-être que ça va être fini, mais je me demandais si j'allais pouvoir reprendre mon métier. J'ai pensé tout de suite à ça. Finalement, après, j'ai été à l'hôpital, j'étais en clinique pour qu'on m'examine. J'ai récupéré facilement en 3 semaines. Et complètement en 3 mois, à peu près. Et tout est rentré dans l'ordre ad integrum. Je n'ai plus rien. Mon père était pompier, en fait. Voilà, donc pompier volontaire intervenant en campagne. La sirène sonnait et il partait en voiture, aider des gens, sauver des gens en fait. Hein. On savait qu'il avait fait quelque chose de bien. Ça c'est sûr, pour un enfant, c'est presque une image de héros, oui. J'en ai discuté beaucoup avec mes enfants, justement sur la façon dont ils peuvent se diriger. Moi je pense qu'on ne peut pas... mais c'est vraiment très personnel, parce que je le ressens vraiment profondément. On ne peut pas vouloir être médecin et ne pas aimer les gens. C'est pas possible. Et on leur veut du bien. Qu'ils soient SDF ou richissimes, on porte secours aux gens de la même façon, quelle que soit leur classe sociale. Dame, j'ai besoin d'une équipe sur Lyon 3. Donc il y a un véritable engagement pour devenir médecin, comme il y a un véritable engagement pour devenir militaire, policiers, sapeurs-pompiers. Je crois que c'est des métiers qui nécessitent beaucoup d'engagement de la part de ceux qui s'y lancent. Je suis fière du métier que je fais, oui, parce que je pense qu'on est utile. On est utile à la population.
2. De toute façon, je ne crois pas qu'on puisse pratiquer ce métier sans passion, et c'est une vocation. Les gens qui pratiquent ce genre de métier, ça ne peut pas être autrement, sinon on ne peut pas le pratiquer.